en marge de ce conflit entre Israël et l'Iran, Emmanuel Macron tente de clarifier la position de la France, mais n'est-il pas réduit désormais au rang de commentateur? On va en parler, le temps d'écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimé aujourd'hui après une réunion de crise sur la situation au Moyen-Orient, en assurant que le danger existentiel est un Iran nucléaire. Dans cette situation, la voix de la France est claire. C'est la paix et la sécurité pour tous. Et cette position repose sur un double refus. Le refus de voir Gaza occupée, la Cisjordanie colonisée, le Hamas continuer à détenir les otages dans les tunnels de Gaza. Le deuxième refus, c'est celui d'un Iran nucléaire qui fait peser un danger existentiel sur Israël, sur la région, mais aussi sur l'Europe. C'est un problème que l'on ne peut régler que par la négociation, comme nous l'avons fait il y a 10 ans. Voilà, Jean-Noël Barrot. Alors, d'un côté, on sent que la France est favorable à la destruction de l'arsenal iranien au nom de la sécurité d'Israël, mais en même temps hostile au renversement du régime des Mollahs par la force. Philippe Guibert, cette position de la France, elle n'est pas claire et elle interpelle. Si, elle est parfaitement claire. En fait, elle tire les leçons de l'échec que nous avons conduit en Libye, de l'échec des Américains en Irak, de l'échec de tout le monde en Afghanistan, que tout le monde a l'air d'avoir oublié. Et donc, la diplomatie française considère que de vouloir changer un régime étranger par la force extérieure conduit toujours à des effets pervers. Mais quelle est l'alternative, Philippe Guibert? Mais l'alternative, c'est pas, on peut pas, la diplomatie française, depuis le nom de Chirac en 2003, donc je rappelle quand même que c'était une position juste, qui s'est révélée ô combien juste. Qui était d'ailleurs le dernier président français à avoir reçu un président iranien. Oui, mais son veto, enfin sa menace de veto au Conseil de sécurité est une position infiniment juste. Et donc la diplomatie française essaye de tirer les leçons des erreurs qu'ont pu commettre les pays occidentaux à vouloir installer des régimes qui leur étaient favorables par la force militaire. Ça n'a jamais marché. Ça, c'est l'Amérique. Non, ça a été nous en Libye aussi. Et en Libye, c'est nous. Ça a été les Anglais. Non, c'est nous, avec les Britanniques, cher Jean-Claude. Oui. Avec les Anglais, c'est bien ce que je te dis. Oui. Et donc la position est parfaitement claire. Après, à part les États-Unis et Israël, tout le monde est réduit à l'état de commentateur. Et la voix de la France est plus audible. Celle de la France ou celle de la Grande-Bretagne ou celle de l'Allemagne. Celle de l'Allemagne, elle est claire quand même, parce que hier on entendait le chancelier Merz dire clairement, voilà. Oui, mais c'est pas la position d'Emmanuel Macron. Donc il y a des divergences. La position de la France. Elle est claire, oui, mais est-ce dans qu'elle la lignée de la diplomatie française depuis au moins Jacques Chirac? Non, oui, d'accord, mais Jean-Claude Dacier. Moi, je suis je vois bien et tout le monde comprend que la crise en Iran, en Israël, au Proche-Orient va se terminer avec l'Amérique, Israël, et puis les interlocuteurs qui vont accepter d'en être, à savoir l'Iran, qui va finir par accepter, je pense, de discuter, de négocier, mais il est clair, d'ores et déjà, oui, je pense, il est clair d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'Iran nucléaire, parce que je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à continuer d'enrichir de l'uranium si c'est pas pour faire 3, 4, 5, 10, 40 bombes. Ça n'a aucun sens. Évidemment. Donc, on peut refuser à l'Iran d'être un État nucléaire, c'est possible. C'est peut-être discutable au plan du droit international, mais c'est possible. En tout cas, il faut être réaliste. La situation à l'heure actuelle n'est pas acceptée par Israël. Ils ne toléreront plus jamais que l'Iran ait une bombe nucléaire en gestation. Est impossible. Le retour en arrière, il est qu'ils vont détruire tout le système et qu'il y en aura pour 10 ans à recommencer. Et puis, je pense, ils n'osent pas le dire, les Israéliens. Les Américains non plus d'ailleurs, mais je pense que quelque part, ils espèrent l'un et l'autre que la situation va devenir intenable en Iran et que les Mollahs vont s'effondrer. C'est pas gagné, hein. C'est pas sûr. Mais néanmoins, je pense qu'il y a de ça, ce dont le président de la République française ne veut pas. Alors, il faut pas... C'est pas qu'il en veut pas, pardonnez-moi. Je veux bien Philippe Guibert. Non, mais il n'accepte pas. Il accepte pas. C'est pas que la France soit hostile à un changement de régime en Iran. Personne n'a les régimes des Mollahs. On se sert pas de l'outil militaire. C'est de dire, c'est de constater, de tirer les leçons de nos propres erreurs, celles des Américains, les nôtres, en se disant attention aux fous. Donc c'est pas d'être contre le changement de régime en Iran, c'est de dire il doit provenir. Il y en a qui acceptent de prendre des risques, d'autres non. Eh oui, mais les risques on les a déjà pris, et ça les catastrophes. On paye encore, cher Jean-Claude, on paye encore la Libye, on paye encore l'Irak. Moi j'y ajoute quand même deux choses. Jean-Claude Dacier, rapidement. Je suis en accord avec toi. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on fait
fait. Mais l'occasion se présente là. Quand même, franchement, le régime des Mollahs est intolérable pour un Français et pour on a un du mal à Européen. imaginer autre chose que la force. Eh bien, alors, il y a un point qu'il faut quand même souligner là. On a 2 otages français qui sont dans les geôles en Iran. Oui. Je pense que ça influe quelque part sur la ligne du président de la République, qui pour le moment, il prend une initiative européenne, mais il n'y a pas de politique étrangère européenne. Ça se saurait si l'Europe avait une politique étrangère. En attendant, cette escalade militaire ravive les clivages politiques en France. Et là, pour le coup, leur position... Celle-là, elle est claire et ferme. La France insoumise, qui condamne fermement les frappes israéliennes contre l'Iran, la guerre avec l'Iran serait un moyen de faire diversion, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Cet homme affronte une situation par des chocs, et de choc en choc, ma foi, il domine les conséquences du choc précédent en créant un nouveau choc et ensuite en suivant. Il est clair que l'attaque de l'Iran arrive au moment le pire pour lui, c'est-à-dire où l'isolement de ces entreprises dévastatrices et génocidaires à Gaza commençait à rencontrer dans le monde entier une opposition outrée, scandalisée, parce que tout le monde maintenant s'accordait à dire que c'est un génocide. Voilà la position très tranchée de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez la réponse de Georges Bensoussan, historien qui était au micro d'Europe 1 ce matin. Et il soutient que les membres de la France insoumise sont les spécialistes de l'inversion de réalité. On a une Alma Dufour et des gens de LFI qui inversent complètement la réalité. Chez Alma Dufour, c'est extraordinaire quand même ce syllogisme, ce sophisme qui consiste à dire Israël est l'agresseur. Ce racolage électoral finalement de LFI qui ose tout, si vous voulez, qui ne recule plus devant aucune outrance. Mais qui infuse dans certains esprits. Qui infuse, oui. Je pense par exemple quand Rima Hassan est revenu, Jean-Luc Mélenchon l'a comparé à Hugo revenant de Guernesey. Tout ça, c'est une pitrerie. Aux yeux d'un certain nombre d'incultes qui font la base de LFI, des délogueux au boyard, des analphabètes au toto, devant ces analphabètes, forcément, ça impressionne. Mélenchon passe pour un grand intellectuel. Voilà, Philippe Guibert, je voyais réagir. Il a raison, Georges Bensoussan, à propos de cette comparaison entre Rima Hassan et pathétique Hugo. En réalité, qui est ridicule et pathétique entre Victor Hugo et Rima Hassan. Est-ce qu'il est pathétique quand il parle de diversion ? Oui. À propos de la stratégie de Netanyahou. Mélenchon est dans un cadre où il avait un cheval de bataille qui était Gaza. Bon, il y a plein de choses à dire sur Gaza et moi je trouve que le gouvernement est loin, on est d'accord là-dessus. Est loin d'être exemple critique. On est d'accord. Mais Mélenchon part du principe que de toute façon Israël est coupable et de toute façon il faut condamner Israël. C'est son postulat de base. Or, la situation en Iran et la situation en Gaza n'a rigoureusement rien à voir. Et quand même, tous les spécialistes sont d'accord, tous les spécialistes sérieux sont d'accord sur le fait que l'Iran était la tête de réseau de tous les proxys qui ont attaqué Israël et que l'Iran se dirigeait, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a dit, se dirigeait vers l'acquisition. Donc, c'est un dessein. Du bombe nucléaire. Jean-Luc Mélenchon essaye de nous ramener dans son combat sur Gaza et contre le génocide en ayant imposé ce mot qui est infiniment discutable. On peut critiquer ce qu'a fait le gouvernement israélien à Gaza, mais ce n'est pas un génocide, c'est une tentative d'invasion et de réoccupation de Gaza, éventuellement en poussant des Palestiniens dehors. C'est extrêmement critiquable. La diplomatie française n'est pas d'accord avec ça. Moi-même, je trouve que c'est extrêmement critiquable, mais ce n'est pas un génocide. Donc Mélenchon ne veut pas sortir de ce qu'était son outil politique principal de mobilisation, qui était de mobiliser les foules en France sur Gaza et contre Israël. Voilà, il est coincé en fait. Et il n'interprète ça que de façon politicienne. Netanyahou est très critiquable dans la posture qui a été la sienne, avec des personnages douteux pour le moins qu'il a composé son gouvernement. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Mais si vous voulez. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de diversion, et quand d'ailleurs Georges Bensoussan dit qu'en gros il flatte un électorat, un billet d'électeurs... Je ne parlerai pas de diversion, simplement Netanyahou fait de la politique. Là où je le conteste, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est sa vision du grand Israël. C'est-à-dire qu'il est en train de mener une politique en Cisjordanie qui n'est pas acceptable. Et ce qui se passe à Gaza est encore plus inacceptable. Néanmoins, il avait l'occasion là, parce qu'il a touché quand même Trump, qui est un de ses
un de ses soutiens, sinon un de ses amis, avec les ambiguïtés du personnage, mais il n'en reste pas moins que l'Amérique plus Israël, ça fait fort. S'ils ont l'occasion de réduire à néant l'outil nucléaire iranien qu'ils cultivent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est une très vieille histoire. Et sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon? La sortie de Jean-Luc Mélenchon, elle me paraît refléter les difficultés qu'il pressent lorsqu'il va essayer de convaincre l'opinion française qu'il fallait le faire et que la critique de Netanyahou est dans l'ordre des choses, que la situation à Gaza. Bien sûr qu'il peut critiquer Israël, mais ça va pas suffire, lui, Mélenchon, pour faire une campagne présidentielle en 2027. Encore une fois, vous avez l'occasion, là, on verra comment les choses vont se passer, mais quand vous avez l'occasion de faire tomber un régime honni par le monde entier, à part peut-être la Chine et encore et la Russie, vous pouvez pas dire c'est pas grave, on va pas le faire et les moyens qu'on utilise ne sont pas discutables, c'est comme ça, c'est pas autrement. Que ça gêne Monsieur Mélenchon, je le trouve à la limite normal, parce qu'il perd son business électoral. Voilà. Mais c'est ça. On est là-dessus, Philippe Guibert. Non, mais c'est exactement ça. Je crois. C'est que Mélenchon ne parlait que de Gaza avec cette opération de communication qui n'était pas simplement ridicule, mais qui était indécente, avec ce voilier financé par un voilier qui n'a jamais sorti les voiles, au passage, en termes d'empreinte. Mais qui a surtout été financé par un proche des réseaux du Hamas, avec des gens sur le bateau qui a été aux obsèques de Nasrallah. Mélenchon, ça suffit. Donc, il a voulu faire de Gaza son principal moteur de discours politique et de mobilisation électorale. Et là, il se retrouve dans une situation, où tout le monde, quand même, après on peut avoir des débats sur le changement de régime, mais personne ne va pleurer au contraire, sur la destruction de l'arsenal nucléaire de l'Iran. Non, évidemment. Personne. À 13h44, on reste ensemble, bien sûr. Dans quelques instants, on va parler du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Jordan Bardella et Marine Le Pen? Des dissensions sont apparues ces dernières semaines et les deux vont déambuler ensemble au salon du Bourget tout à l'heure. À tout de suite.